Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, sur une troisième vidéo sur la roue transpersonnelle. Aujourd'hui, on va parler de nature-objet, nature-sujet ou nature sacrée. C'est-à-dire notre lien à la nature et qu'est-ce qui fait que notre culture, elle a ce rapport à la nature très possessif, très destructeur. C'est dû à notre histoire, c'est dû à notre regard et à nos croyances. On va voir ça. Alors, un rappel comme d'habitude de cette carte intérieure qui dit que nous sommes quatre choses, hein. Un corps, euh, un esprit, une réflexion avec la tête et un cœur avec l'affect, hein, pour ceux qui veulent en savoir plus, voir sur la première vidéo qui explique tout ça. On a un regard d'un monde à travers le prisme de nos croyances. C'est-à-dire que c'est pas vraiment objectif, et l'objectivité, de toute façon, n'existe pas vraiment. On a des croyances individuelles, des croyances collectives, et en fonction de l'animal dominant dans lequel on est, eh ben, on aura un regard différent. Qu'on soit ours, qu'on soit aigle, bison ou loup, ça nous donne un autre rapport à la nature, et on verra qu'on a aussi un rapport culturel. Notre culture nous influence dans notre rapport à la nature. Il y a une vidéo qui raconte un petit peu quel animal vous êtes pour trouver aussi votre posture. Donc si nous sommes plutôt dans la relation à la nature, on va dire on commence par l'ours parce que l'ours c'est le corps, c'est par le corps qu'on se connecte à la nature, par nos cinq sens. Et il y a plusieurs chemins possibles. Le chemin aujourd'hui, c'est ce chemin qui passe par la logique et la raison. Si on intellectualise, si on raisonne en regardant la nature, eh bien, obligatoirement, ça nous renvoie à une nature-objet. Par la logique et la raison, la nature devient un objet. C'est une façon de se relier, mais il y en a d'autres aussi. Par exemple, si on se relie par le cœur, par les émotions, les sentiments à la nature, là, ça sera plutôt une nature sujet. C'est-à-dire plus un objet simple objectif, mais quelque chose de subjectif, le sujet. Et on est comme, on se relie, il fait partie de notre famille, de notre communauté. Donc la communauté du vivant fait partie de cette grande famille dans une intimité et devient sujet. Donc suivant les cultures, on a un rapport plutôt objet, objectif à la nature, ou plutôt sujet. Alors il existe aussi un troisième chemin qui est la relation à la nature, mais dans une dimension sacrée. C'est-à-dire qu'on perçoit évidemment avec nos cinq sens, avec notre corps, mais on perçoit aussi la nature avec notre intériorité. Et là, avec notre intériorité, on va dire nos sens intérieurs, notre intuition, euh, eh bien cette nature, elle est au-delà de la matérialité, elle est au-delà de ce que voit l'ours, et ça lui donne une dimension supérieure, ça la relie, tout est connecté. Et cette dimension n'est pas palpable ni visible. Donc, le sacré au sens global du terme, hein, pas spécifiquement religieux comme certaines religions ont emmené le sacré dans quelque chose de très cadré, mais au sens très large du terme. Le sacré, donc l'objet, nature peut être sacré, le sujet, nature peut être sacré. Donc en fait, suivant les cultures, on obtient trois dimensions. On obtient soit un rapport à la nature comme un objet, donc on verra à posséder, à maîtriser, soit un sujet avec lequel c'est relié, avec lequel est échangé, dialogué, et un rapport sacré, plus intime, où cette nature, eh ben, tout est relié. Elle peut être objet et sujet en même temps, du coup. L'un n'empêche pas l'autre. Donc pour comprendre un petit peu cette histoire-là, et nous, où c'est on se situe dans notre monde moderne, c'est aussi rapidement, hein, vraiment rapidement, refaire un petit peu l'histoire, notre histoire. Comment on s'est relié à la nature, comment cette reliance a évolué au cours du temps. Alors si on remonte au paléolithique, hein, quand l'homme était nomade, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, on était dans un monde sacré, unique. La notion de nature n'existait pas parce que l'homme, c'est un homme nature, animal nature. L'homme et l'animal, il n'y a pas vraiment de distinction. D'ailleurs, sur les fresques préhistoriques
c'est l'animal qui est même dominant, hein, sur notre sphère jaune, c'est ce monde qui est sacré, qui est plutôt féminin. Les représentations sont féminines, c'est une nature nourricière, une nature à vivre, hein. Mais c'est un territoire, un espace à vivre où l'homme ne se sent pas différent de l'animal ni de son espace. Donc, sur notre dessin, le H et le A, hein, que nous avons dans le cercle jaune, c'est l'homme et l'animal qui sont dans cette nature et qui ne sont même pas séparés, qui sont soudés à cette nature. Et puis, au fil du temps, ce rapport évolue. Et puis, au bout d'un moment, les grandes religions ont séparé euh, le sacré du terrestre. C'est-à-dire d'un côté la terre matérielle et de l'autre le spirituel, c'est dans le ciel, c'est le divin. Donc petit à petit, on a un dualisme qui s'est créé. Et l'homme, le H de l'homme, situé entre les deux, étiré entre les deux, qui a un corps matériel et qui a un esprit divin, hein, qui nous rappelle l'auréole derrière la tête chez les chrétiens, et étiré entre les deux dans ce dualisme, et même au bout d'un moment d'une terre qui, qui est négative, le mal, et le divin qui est le positif, le bon. Donc ça donne ce dualisme d'un mauvais corps et d'un bon esprit, hein, qu'on a encore reçu aujourd'hui dans notre culture, qui persiste, mais qui a pas mal évolué. Et l'animal qui est un petit peu entre les deux, qui était même sujet à un moment, hein, on avait dans les procès de sorcières à la Renaissance, fin du Moyen Âge et à la Renaissance, des animaux qui étaient même sur le banc des accusés, qui étaient pris pour des sujets, qui petit à petit, on verra après, deviennent objets. Donc l'homme est tiré entre les deux et on sépare la terre du ciel. Puis, petit à petit, à la Renaissance, on déconnecte les deux. C'est-à-dire que le divin et la nature, c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, Dieu ne s'occupe plus de la nature n'est plus divine en elle-même, Dieu n'est pas dans la nature. Dieu a laissé la nature à l'humain pour qu'il la gère. Donc la science apparaît à ce moment-là. Je donne l'exemple de Léonard de Vinci, qui est un grand observateur de la nature, qui étudie, hein, on va dire que la base du biomimétisme vient de lui, hein. Il observait les oiseaux, il achetait même des cages d'oiseaux pour observer les oiseaux s'envoler et inventer des choses à partir de là. Et puis Descartes, qui a amené la logique et la raison, euh, et qui a amené une nature mécanique. C'est-à-dire qu'il a vraiment amené une nature très matérielle, très séparée du divin, même si lui croyait en Dieu, il voulait même prouver l'existence de Dieu par la raison. Il a amené vraiment la logique et le côté raisonnement et mental pour la science, en travaillant sur la logique, le doute, la réflexion. Et pour Descartes, c'est l'animal-machine, c'est-à-dire qu'il a vraiment, lui, séparé l'homme de l'animal en disant que l'animal n'était qu'une machine, donc se retrouver dans le monde de la terre, de la nature, est vraiment séparé du divin. Alors à un moment, ça a donné des questions même. La controverse de Valladolid, en 1550, c'était est-ce que tous les humains ont un rapport avec le divin? Est-ce qu'ils ont un esprit? Ça a été la question au moment pour les Amérindiens, parce qu'on avait colonisé toute l'Amérique et on se questionnait, on va les évangéliser. Si on les évangélise, ils ont une âme, ou alors on en fait des esclaves et c'est pas des humains, ils sont animaux. Donc, au bout d'un moment, cette controverse a amené à dire que l'Amérindien avait une âme, pour dire qu'on pouvait aussi l'évangéliser et en même temps arrêter les tortures et une relation très agressive qu'on avait avec eux sur le nouveau continent. Par contre, pour l'Africain, pour l'homme noir, la question ne s'est pas posée parce que l'esclavage était là, qu'on avait besoin d'eux comme esclaves. Donc, je vous le présente de façon humoristique, hein, même si c'était pas drôle. Mais pour le noir, on est resté sur non, il n'a pas d'âme pour pouvoir en faire un esclave. Même s'il y a des moments, c'était le doute, c'était très ambigu. Et puis, avec le monde moderne, on va dire la révolution industrielle, la nature est devenue ressource. C'est-à-dire une nature ressource, une nature à exploiter. Donc là, le divin est devenu une chose très très
éloignés, et puis l'homme a commencé à dominer la nature, donc l'homme sort de la nature pour devenir pratiquement dans l'idée d'être autonome, et c'est une nature vraiment exploitée. Là, c'est Charles Darwin qui parle d'une nature qui évolue, hein, qui n'est pas permanente, qui n'est pas fixe, euh, où il reliait l'homme, lui, à l'animal, où c'était très controversé dans l'évolution, mais on a décidé vraiment de le séparer comme différent au bout d'un moment de l'animal et dominateur de la nature avec sa conscience, avec son intelligence. Puis, on est arrivé à notre monde moderne, on va dire d'aujourd'hui, où l'homme est complètement séparé de la nature. On le voit sur notre petit schéma. L'homme n'est plus la nature, hein. Il y a une dualité. Mais avant, c'était une dualité divin et matériel. Maintenant, c'est une dualité homme-nature. Le divin a pratiquement disparu dans notre culture. L'animal est dans la nature, la plante est dans la nature, mais il y a vraiment séparation et c'est une nature à gérer ou à protéger, hein. Et à l'opposé, une nature à consommer. On a là un dualisme sur le vivant qui n'est pas du tout, qui est devenu un vrai objet dans ce cadre-là. Il n'y a plus du tout de dimension sacrée. C'est un objet. Ou alors on protège la nature, hein, ou qu'on met sous cloche. Donc on a ce dualisme-là aujourd'hui. Alors, notre culture, elle nous fait penser d'une certaine façon que la nature est devenue objet, hein. On voit que l'animal est devenu un objet, hein, n'est plus un sujet, n'est plus sacré, ce qui nous permet d'en faire ce qu'on voit aujourd'hui. Et on pense que ben, c'est la façon de penser de tout le monde. Comme notre culture pense comme ça, ben voilà. Il n'y a pas d'autre façon de penser. On est dans notre bocal et on voit pas l'étiquette. On croit que tout le monde doit penser comme ça. Et on impose même cette façon de penser à l'essentiel de la planète. Donc nos croyances, ben, si on est plutôt ours, ça donne le matérialisme, hein, tout n'est que matière. Bison, ben, on est plutôt rationaliste, c'est-à-dire la logique, l'analyse. Si on est aigle, on est plutôt spiritualiste. Et puis loup, ça sera humaniste dans le sentiment, dans la relation aux autres. Alors après, on peut se situer entre tout ça, on est un petit peu quelquefois tout ça. Humaniste, alors on pourra dire, aujourd'hui c'est la question de est-ce qu'on est animaliste, parce que humaniste, est-ce que c'est considéré comme sujet l'humain seul, ou l'animal est-il sujet? Ça c'est une grande question aujourd'hui qui fait débat, parce que notre culture qui est entre la raison et le corps, qui est matérialiste, rationaliste, ne voit plus que la nature, le vivant autre que l'animal, en tout cas le non-humain, comme un objet avec toutes les dérives qu'on connaît aujourd'hui. Donc, eh ben, je vais reprendre les 4 ontologies de Philippe Descola, un ethnologue, qui raconte que notre culture, elle est naturaliste. Le naturalisme, c'est un rapport matériel au monde. On a, je ne vais pas rentrer dans les détails de Philippe Descola, mais on a une même extériorité, on a le même corps que les animaux, mais on n'a pas la même intériorité. Nous, on a un esprit, une conscience, alors que les animaux n'en ont sûrement pas dans notre culture. Et puis lui, il voit 4 grands niveaux. Les analogistes qui sont eux plutôt sur une croyance au monde par rapport à des concepts, un système, tout est relié, tout est connecté, l'infiniment petit comme l'infiniment grand. C'est beaucoup d'analogies. On retrouve ça dans le taoïsme par exemple et dans d'autres cultures. Le totémisme, ben, c'est relié au sujet. Alors là, c'est des croyances qui sont liées au fait que le monde du vivant, c'est notre famille, c'est nos ancêtres aussi. Ça relie aussi au culte des ancêtres, mais c'est beaucoup relié aux individus, hein. C'est une grande famille du vivant, où on est de la famille de tel animal depuis des générations. Et puis l'animisme lié à des valeurs où là, l'intériorité, euh, c'est l'esprit, c'est relié vraiment à une connexion personnelle au monde qui nous entoure, où l'esprit est partout, l'esprit est en chaque individu, dans la montagne, dans le vivant, hein. Donc là, c'est un essai sur relier les 4 ontologies à la roue, mais rien n'est figé, je dirais même c'est en cours de réflexion. Mais nous, on est vraiment cette culture
qui décide que le monde est objet. On a vu comment ça va évoluer vers l'objet, alors qu'à un moment, dans notre histoire, on a été à d'autres niveaux, analogiques à des moments. On a été sûrement totémiste et animiste quand on remonte le temps, mais il n'y a pas une progression logique, il n'y a pas, il y a pas une évolution où on doit être de tel niveau pour aboutir à. Hein, la roue, elle tourne, et c'est souvent un mélange de tout ça, ça peut être entre deux, donc c'est pas si carré, hein, que ça dans les croyances de chaque culture. Mais on veut imposer notre rapport objectif à la nature. Il n'y a pas de spiritualité. La nature, c'est de la matière qui doit être logique et analysée. Et on impose ça à tout le monde. Donc le problème, ben, tous ces problèmes de cette nature-objet qui se fait détruire, consommer, eh ben, comme on est très matérialiste, on a des réponses matérielles. Et on tourne en rond. Hein, la croissance économique ne pouvant être mise en cause, il faut plus consommer pour résoudre les problèmes. Hein. Le problème, c'est la consommation. Ben, on va encore consommer de l'écologique, du vert, du bio, euh, pour, comme si la réponse était encore consommer. Hein. Et une phrase d'Albert Einstein, c'est vous ne pouvez pas résoudre un problème avec la pensée qu'il a créée. Donc pour sortir de cette problématique-là de la nature-objet, il faut arriver à penser autrement que matérialiste et logico-technique, on va dire. Donc c'est sortir de ce schéma-là, prendre conscience de nos croyances, de notre histoire, pour aller voir les autres modes de pensée peut-être, d'aller voir comment les animistes, les totémistes, les analogistes se relient à la nature, et peut-être amener une dimension subjective, revoir un animal sujet, mais peut-être aussi le vivant sacré. Il existe des choses qui sont en train d'évoluer, où par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a un fleuve à qui on a attribué des qualités d'être vivant au Parlement néo-zélandais. Et il a maintenant les mêmes droits qu'une personne. C'est-à-dire qu'avant, si la rivière était polluée, le fleuve était pollué, si ça n'impactait pas les individus, ben, il n'y avait aucun droit, aucun pouvoir de modifier ça. Donc c'est prendre le fleuve pour un individu, pour qu'il ait des droits, au nom des peuples qui vivent ici, c'est eux qui sont les porte-paroles et les gardiens de ce fleuve, qui vont défendre ce fleuve. Hein. Donc on a dans la loi rendu le fleuve sujet pour qu'il ait des droits et qu'il puisse se défendre par la parole des Maoris qui vivent là-bas. Donc on a des exemples d'une nature qui devient sujet. Pour les Maoris, c'est même un fleuve sacré, hein, ça va au-delà du sujet, mais au niveau de la loi, si ça devient sujet, ça permet au moins de le défendre et de ne pas le massacrer. On a un autre exemple, hein, c'est juste des petits exemples ponctuels, mais en Thaïlande, en 2018, une forêt se faisait massacrer et les moines ont ordonné, justement moines, des arbres pour pouvoir les protéger. Ils sont devenus sujets, pour eux sujets sacrés, mais le fait qu'ils soient sujets faisait qu'au niveau de la loi, on ne pouvait plus les couper. Donc voilà, on voit comment les choses évoluent, et on voit bien que c'est la notion d'objet, de matière pour un arbre, pour un fleuve, pour une montagne, pour un animal qui fait qu'il n'y a aucun respect, qu'il est massacré, détruit, et que notre système est en train de s'effondrer. Donc c'est redonner de la subjectivité aux choses, et même une dimension sacrée, hein, pour revenir à cet équilibre-là. Alors, pour terminer, c'est dire aussi que dans notre rapport à la nature personnelle, ou en tant qu'éducateur, on peut ramener ces dimensions subjectives, c'est-à-dire relier par des petits rituels notre rapport à la nature. Si on va dans la forêt, on peut demander l'autorisation de la forêt en faisant une offrande par ces petits rituels, ce que connaissent bien les enfants naturellement, et, et découvrir un petit peu ces autres liens que juste naturalistes de nommer la nature comme une série d'objets à classifier, à ordonner, même si on y met un petit peu de concept et d'écologie et de lien entre ces objets, d'en faire des sujets avec qui on peut communiquer une subjectivité et une relation plus forte, qui fait que petit à petit, ben, le lien devient différent. Et on n'a pas le même rapport avec un animal sujet à qui on a donné un nom, avec qui on communique, son animal personnel, son animal domestique, à qui on a un nom. Évidemment, pour nous, il est sujet. Mais on reste à l'animal domestique, c'est-à-dire le sauvage est objet.
Donc comment on peut passer à ce lien, hein, des exemples avec des enfants dans la forêt, où on va se relier à un arbre, se mettre au pied de l'arbre, passer du temps avec cet arbre, eh ben, il devient un sujet. Et là, naturellement, il y a un respect qui se crée, hein, et la forêt devient un être sacré avec qui on peut communiquer sans dimension religieuse, mais au sens où la forêt est au-delà de notre perception. Elle est beaucoup plus que ce qu'on voit, avec une dimension magique et puissante, qui nous ramène à une forme d'humilité. Donc il y a plein de façons de se relier qui permettent de sortir de cette objectivité pour un autre contact à la nature. Donc là, la vraie crise de notre culture, c'est d'avoir rendu la planète objet. Et si c'est un objet, il est à consommer. Et il va être à consommer jusqu'à ce que l'humain soit en danger. Il l'est d'ailleurs en danger parce que c'est son, son lieu nourricier, c'est ce qui le fait vivre. Et il est en train de s'autodétruire. Donc une façon de sortir de ce schéma-là, c'est de penser autrement notre rapport à la nature. Et c'est pas par l'objet, par la consommation de nouvelles solutions toujours matérialistes, hein, qui elles-mêmes vont engendrer des problématiques. Donc voilà, c'était un petit tour rapide de ce rapport nature-objet, nature-sujet et nature sacrée. Si vous voulez en savoir plus aussi, voir d'autres vidéos. Et c'est aussi surtout d'aller voir d'autres façons de penser, d'entendre d'autres cultures non dominantes sur la planète comme notre monde moderne, qui ont aussi cet autre rapport et qui peuvent nous donner des pistes pour sortir de l'impasse dans laquelle on est. Voilà, eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et peut-être à une prochaine fois.